Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des leviers de motivation pour s'épanouir au travail. Ça c'est un sujet qui passionne les DRH pour ne pas dire un casse-tête. On en parle avec Nicolas Duguay, il est conférencier et directeur général de Préfera. Il est notre invité. Le grand entretien, objectif, plein emploi, on en parlera dans quelques instants avec Thibaut Guilluy, directeur général de France Travail. Après 5 semaines aux manettes de France Travail, quels sont ses objectifs et ses ambitions? On va en parler avec lui dans quelques instants. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre pour l'emploi, qui veut encore être manager? Oui, plus personne. Bon, c'est ce qu'on entend parfois. On va en parler avec Marion Desremaux. Elle est chef de projet études à l'APEC. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler des leviers de motivation. Nicolas Duguay, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes conférencier, directeur général de Préfera, un habitué de cette rubrique Bien dans son job. Alors vous êtes venu sans livre aujourd'hui. Oui. Il y en a un qui se prépare. Oui, dans 3 mois. Dans 3 mois. Ben, vous reviendrez dans 3 mois. Comprendre les leviers de motivation pour s'épanouir au travail. Vous les avez compris, vous, ces leviers de motivation? Parce que quand on interroge les experts sur ce plateau, ils nous disent on est un peu perdu. Oui, alors c'est assez logique, puisque finalement, on s'aperçoit que c'est assez peu mesuré ce sujet-là. Nous, actuellement, on a pas mal mesuré le niveau de motivation et le plan mental, et chez des sportifs pros, et chez des étudiants, et chez des collaborateurs, et chez des managers. On voit que c'est extrêmement varié et qu'en fait, tout le monde se pose des questions sur le sujet de la motivation, mais que dans les entreprises, il y a assez peu de plans d'action de motivation. Un plan d'action de motivation, ça veut dire quoi? Une véritable grille, un diagnostic pour partir d'un point zéro pour essayer de progresser avec eux, c'est ça l'objectif? Exactement, parce que finalement, c'est un travail individuel à faire. On voudrait que ça soit assez rationnel, mais c'est pas rationnel, c'est très émotionnel. Moi, je dis toujours que en fait, la motivation est assez simple. La base de la définition, c'est quand on demande à un chien de lever la patte, le plus motivé, c'est pas le chien. Et vous savez, souvent, oui, c'est pas mal. On essaie de faire avancer quelqu'un en pensant à soi ou en pensant à l'entreprise. Or, c'est l'autre qui nous intéresse. Le Graal recherché par tout le monde, c'est l'engagement. Et pour trouver l'engagement, il faut que chacun y trouve son sens, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut individualiser, et ce qui pose une vraie question au DRH. On massifie très souvent les programmes de formation. Et là, vous dites qu'il faut finalement individualiser. Il faut essayer de répondre au plus près aux attentes du collaborateur, pour l'engager donc. Oui, alors celui qui motive le plus, c'est quand même le M+1. Et le manager direct, c'est celui qui doit le mieux connaître les motivations individuelles des personnes. On parle souvent de programmes de formation. Écoutez, je vais vous dire l'inverse. Moi, je pense que c'est pas que de la formation. Vous connaissez mon métier et je suis en train de vous dire l'inverse. C'est souvent aussi un travail individuel, c'est de regarder est-ce que je sais ce qui motive Arnaud et qu'est-ce que je fais pour faire des choses qui le motivent, même si l'entreprise ne peut pas tout sur le sujet. C'est le paradoxe des sens. Vous savez, on voudrait que le sens de l'entreprise corresponde parfaitement au sens du collaborateur, qu'il se sente bien, mais souvent, c'est pas possible. Un mot quand même sur les générations, parce que ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a un travail de finesse du manager et un peu de psychologie qui va au-delà simplement de l'augmentation de salaire. On ne motive pas la génération Z comme on motive un senior. Je suis absolument pas en phase avec ce sujet et j'en ai parlé avec un sélectionneur de rugby qui s'appelle Gonzalo Quesada, qui prend l'Italie là et qui va jouer contre l'équipe de France là, et qui me disait, lui il a une 50aine d'années, qui a une grosse culture internationale et qui me disait eh ben écoute, avec mon expérience, j'ai vu des jeunes cons partout et j'ai vu des vieux cons partout. Et j'adore sa phrase, puisque en fait le sujet n'est pas tant l'âge, le sujet c'est qu'effectivement le monde change, tout le monde a des aspirations qui bougent, mais j'adore cette question qu'on peut poser quand on fait des conférences, c'est finalement qu'est-ce qui motive un Y qui démotive un X? Donc, ce qui est intéressant, c'est les enjeux d'interaction. C'est la manière dont on embarque et qu'on interagit entre les générations. C'est ce qui marche dans une équipe. Il y a des jeunes et il y a les plus anciens et tout ça fait une équipe en fait. Oui, ça fait une équipe et il y a des jeunes qui sont hyper engagés et des plus anciens qui le sont moins. Donc pour résumer quand même votre pensée, on voit quand même que l'enjeu c'est la psychologie, la finesse et la capacité d'observation du manager, sa capacité à savoir que chez l'un, il y aura besoin peut-être plus de mots que chez l'autre. Comment on fait là, d'un point de vue pratique? Parce que le DRH se dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais comment je mets ça en application? En réalité, il y a 5 pavés qui fabriquent la motivation. Il y a cette histoire de sens, il y a des collaborateurs qui veulent apprendre des choses, et des managers aussi. Il y a des gens qui veulent prendre plus de plaisir
individuel, mais également travail en équipe. Ce qui ne veut pas dire que ça n'est que du plaisir. Il y en a qui préfèrent l'argent. D'accord. Et puis, évidemment, il y en a qui préfèrent la reconnaissance. Mais ça veut dire, excusez-moi, un tableau de bord diagnostic très précis, avec des questionnaires extrêmement précis pour quand même avoir une photographie. Ça, on ne l'a pas? Les entreprises ne l'ont pas, ça? Non, elles ne le font pas. Elles le font de façon macro. D'accord, et souvent anonyme et un peu confidentiel. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ramener ça sur la tête du manager direct, parce que déjà, c'est la noblesse de son métier, quoi. L'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Donc, si on veut faire grandir quelqu'un, il faut connaître ses motivations. Entretien annuel aussi qui joue un rôle important, parce que ça se joue là aussi, les enjeux de motivation. C'est ici que, c'est dans ce moment-là que s'installe une discussion autour de ces leviers. Oui, alors, je vais vous dire que l'entretien annuel est trop tard, souvent. Vous savez, aujourd'hui, en psychologie, on sait qu'il vaut mieux trouver 2 fois en 10 minutes un billet de 50 € qu'une seule fois un billet de 100 €. C'est-à-dire qu'on fabrique de la dopamine plus souvent. Quand on a une culture de développement de la motivation, ça doit être plus souvent qu'une fois par an. Merci Nicolas Duguet, conférencier, directeur général Préfera, avec ces outils que vous portez et ces conseils d'ailleurs, parce que vous êtes venu aussi donner des conseils à ceux qui nous écoutent sur ces leviers d'épanouissement et d'engagement. Merci Nicolas Duguet de nous avoir rendu visite. Place à notre débat et un grand entretien aujourd'hui. Nous accueillons Thibaut Guilluy, le DG, le directeur général de France Travail. 5 semaines à la tête de cette institution, 55 000 collaborateurs. Ses ambitions pour atteindre le plein emploi, eh bien, on va en parler avec lui dans quelques instants et on l'accueille. Smart Job, le débat et un grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de France Travail, feu Pôle emploi, directeur général de France Travail. Bonjour Thibaut Guilluy, ravi de vous accueillir. Ce studio, vous le connaissez bien parce que presque tous les mois, pendant presque un an, vous êtes venu nous parler de vos engagements, de votre bataille pour l'emploi et faire se rencontrer. Et les entreprises s'engagent. L'offre et la demande et les entreprises s'engagent, c'est un sujet d'ailleurs qui vous tient très à cœur. Et le mécénat, qui est un autre sujet important. Aujourd'hui, directeur général de France Travail. On va revenir sur les annonces de Gabriel Attal lors de son discours de politique générale. Mais d'abord, un petit mot, j'allais dire presque aux chefs d'entreprise qui pilotent 55 000 collaborateurs. France Travail, c'est 55 000 femmes et hommes engagés pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi. Comment vous pilotez cette gigantesque paquebot ? Bon, écoutez, d'abord, ça fait que 5 semaines que je suis à la tête de cette magnifique institution. D'abord, c'est un établissement qui est très bien organisé, qui est implanté dans tous les territoires. Hein. Il y a 896 agences, donc c'est très en proximité. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord de partager le sens. Donc c'était aussi l'intérêt de passer des mois et des mois avec les équipes de France Travail, mais aussi avec tous les autres acteurs de l'insertion, de la formation et de l'emploi pour se dire, face au constat, quel est le plan d'action, quels sont les leviers qu'on va pouvoir mobiliser collectivement pour faire ça. Un mot, parce qu'il y a un travail de DRH, c'est intéressant, on parle beaucoup au DRH. Engager, ça veut dire les convaincre de créer ce portail unique, de créer des liens avec des acteurs avec lesquels ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler. Vous savez, moi je crois beaucoup à une phrase qu'on m'avait dit, c'est pas que les hommes n'aiment pas changer, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on les change. Et donc je ne pense pas que c'est en tirant sur la tige qu'on fait pousser plus vite des fleurs. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on partage un cap et des valeurs et qu'on le co-construise ensemble avec les collaborateurs et puis avec l'ensemble des acteurs. Et ensuite, qu'on soit en proximité parce que le défi de France Travail, c'est d'être au plus près des demandeurs d'emploi et de répondre à la demande de chaque demandeur d'emploi. J'ai pour habitude de dire que c'est du sur-mesure, c'est de la haute couture souvent, mais il faut pouvoir le faire pour des centaines de milliers de personnes. Et ce qui est vrai pour les demandeurs d'emploi est aussi vrai pour les entreprises. Et donc c'est d'être sur le terrain, de s'assurer que la promesse est tenue et de voir comment lever les freins, apporter les ingrédients qui vont permettre à ces 55 000 collaborateurs de rendre le meilleur service possible à l'emploi. Vous parlez aux chefs d'entreprise là, sur ce plateau, et évidemment aussi aux demandeurs d'emploi. Comment vous pouvez les convaincre de la puissance de l'outil France Travail ? Parce que c'est vrai que beaucoup critiquaient Pôle emploi, compliqué, lourd, l'offre et la demande ne se rencontraient pas forcément. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas emploi. Et pourtant, la liste du nombre de salariés recherchés dans les entreprises est gigantesque. En quoi l'outil France Travail va être plus puissant ? Écoutez, déjà, on ne part pas de rien, loin de là, parce que ça fait quand même quelques années
et on a accéléré les choses avec Jean Bassère ces derniers temps pour améliorer le service. Et d'ailleurs, c'est pas à nous de le dire, c'est aux demandeurs d'emploi. Ils sont 85% à se satisfaire des services et des réponses apportées par les équipes de France Travail. C'est 86% des entreprises qui plébiscitent aussi la qualité des services de France Travail. Alors, c'est quand même 14% et 15% qu'il faut aller conquérir. Chercher, et on a encore tout un tas de marges de progrès, c'est absolument indéniable. Simplement, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 70% des entreprises qui n'utilisent pas les services. C'est quand même dommage de faire autant d'heureux, mais de laisser 7 entreprises sur 10 ne pas se saisir de ça. Vous allez à leur rencontre, vous leur expliquez les outils, vous envoyez de l'humain leur parler, parce que c'est vrai que les chefs d'entreprise sont souvent un peu réticents à se tourner vers Pôle emploi. D'abord, et c'est un peu l'esprit de France Travail, c'est de travailler en réseau. Et que parfois, c'est mieux qu'une entreprise parle à une autre entreprise que nous-mêmes de nos propres services. Et donc, j'étais pas plus tard que la semaine dernière avec Patrick Martin pour signer un partenariat avec le MEDEF. Mais on travaille évidemment très bien avec l'UDPL, le CPME, les chambres consulaires, les branches professionnelles. L'idée, c'est de faire équipe ensemble pour apporter le meilleur service, les meilleures options possibles à chaque entreprise et notamment les toutes petites et moyennes entreprises qui recrutent mais qui ont parfois des difficultés à accéder, à bénéficier de nos services. Donc c'est à vous d'aller au plus près des entreprises et ne pas attendre exactement, que l'entreprise vienne à vous. La prospection, c'est aussi une des priorités de France Travail que j'avais proposé dans le rapport. Et on est déjà en train de s'organiser dans un certain nombre de territoires pour aller prospecter, aller à la rencontre des entreprises. Pourquoi pas frapper à la porte dans les rues commerçantes, dans les zones d'activité, s'organiser pour qu'il n'y ait plus une seule entreprise en France qui ne sache pas d'abord qu'on est son meilleur ami RH et que nous sommes là avec les autres acteurs pour faire en sorte de recruter plus, de recruter mieux et que ce soit un bonheur à la fois pour les salariés, les candidats et pour les entreprises. Ça, c'est un punchline. France Travail, le meilleur ami RH des entreprises. C'est ça que vous dites là. Écoutez, vous savez, la formule, ça je la laisse aux médias. Moi, ce qui est important, c'est que ce soit plutôt... l'efficacité. Et qu'à la fin, à la fin, ce soit surtout les verbatims des entreprises. J'étais, il n'y a pas très longtemps, à l'invitation de Thierry Marx, qui préside... l'UMI, donc les hôteliers et restaurateurs. Et vous savez, France Travail a mis en place des plans d'action spécifiques dans les métiers du bâtiment, dans les métiers du soin et dans l'hôtellerie-restauration. Ça fait 2-3 ans qu'on a amplifié un petit peu les services, qu'on a aussi appris à mieux se connaître. Et au congrès, c'était les restaurateurs eux-mêmes qui disaient, mais franchement, moi, j'avais encore une vision un peu passéiste. Surpris de la modernité. Surpris du fait que c'est pragmatique, on fait des immersions, on fait des méthodes de recrutement par simulation, on finance aussi de la formation à l'embauche pour faciliter la prise d'embauche. Ça c'est nouveau quand même, Thibaut Guilluy, il y a quand même une touch Guilluy, je ne veux pas vous comparer, on ne fait pas du benchmark, mais Jean Bassère avait une autre méthode, une autre façon d'être. Vous avez décidé quand même d'entrer un peu plus dans la lumière, pas vous mais l'institution. Alors, on a clairement en commun, et avec les 55 000 collaborateurs, et c'est pas à mettre à mon crédit, le pragmatisme. Le pragmatisme des solutions pragmatiques. Maintenant, c'est vrai que maintenant que ça marche, qu'on a trouvé des solutions qui fonctionnent, ce qui est important, c'est de le faire savoir et de faire en sorte que chaque demandeur d'emploi, on puisse lui apporter la bonne solution et chaque entreprise, évidemment, puisse se saisir de ces opportunités. France Travail sur le terrain, au contact des entreprises, et puis il y a quand même des sujets politiques. Le discours de politique générale de Gabriel Attal, il a quand même annoncé pas mal de choses. La semaine des 4 jours, un tour de vis sur l'assurance chômage et l'ASS. Alors ça, c'est intéressant parce que ce dossier, il est sur votre bureau. L'ASS, ça a été créé en 84. C'était des demandeurs d'emploi en fin de droit. 300 000 donc qui n'ont plus de droits, vont être basculés, on est bien d'accord, au RSA. Donc ça vient grossir le nombre d'allocataires RSA. Comment vous gérez cette arrivée et comment, surtout, vous les accompagnez pour leur faire reprendre le chemin du travail ?
Sur cette annonce, je pense qu'il y a évidemment des discussions qui se conduisent, qui doivent se conduire entre les départements de France, qui sont pour moi l'échelon avec lequel d'ailleurs on construit la réforme France Travail, parce que c'est la collectivité qui veille finalement à ce qu'on ait un dispositif de solidarité et d'accompagnement des personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Celle-là donc. De sorte que effectivement les trappes à inactivité dont parlait le Premier ministre, les phénomènes d'exclusion durable qu'on a pu observer ces 30 dernières années, on puisse y mettre fin. Et donc c'est main dans la main entre l'État, France Travail et les départements qu'on va pouvoir gagner cette bataille-là. Rien n'est calé pour l'instant. En tout cas, l'information, l'annonce a été faite. Reste maintenant à savoir comment vous les accompagnez. C'est ça le sujet. Exactement. Le principal sujet, c'est celui-ci. Parce que vous savez que vous soyez à l'ASS à 535 € par mois ou au RSA à 607 €, dans les deux cas, c'est des personnes qui se retrouvent durablement éloignées de l'emploi et en difficulté pour revenir à l'emploi. Et les difficultés, c'est que c'est pas juste de connecter à des offres d'emploi, mais souvent c'est des problèmes de formation, parfois de garde d'enfants, de mobilité, de logement et parfois même de situations personnelles ou familiales un petit peu compliquées. Et pour pouvoir affronter ça, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis un an, main dans la main avec les départements. On a 18 départements qui ont accepté de tester, d'essuyer les plâtres. Et bientôt quelques autres en plus. D'essuyer les plâtres avec nous il y a un petit peu plus d'un an, avec déjà des premiers résultats très probants. La première des choses, c'est que quand on s'organise ensemble, qu'on s'outille ensemble, là où on mettait 5 mois entre l'inscription au RSA et le premier rendez-vous avec un conseiller à France Travail, c'est passé à moins de 15 jours. Ça change tout pour la personne. Vous imaginez, il demande son allocation, il a de suite, le jour même, un rendez-vous avec aussi autre chose qui change, pas ou le conseiller de France Travail ou le travailleur social du département, mais les deux en même temps. Et donc, les deux en même temps, ça permet du coup d'apporter l'ensemble des solutions nécessaires au même moment. Sinon, on est renvoyé d'un guichet à un autre. Vous n'avez pas de logement, vous ne pouvez pas avoir de travail. Vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas avoir de logement. Et donc, c'est à cette quadrature du cercle qu'il faut répondre en faisant preuve de pragmatisme et de coopération entre les départements et les acteurs de l'insertion et de l'emploi. Remettons quand même dans le contexte avec un taux de chômage qui a baissé très nettement, mais qui aujourd'hui connaît une légère réaugmentation. On est à 7,4 avec un enjeu pour vous. Il faut rappeler votre mission, Thibaut Guilluy, et ça, vous le portez bien avant votre arrivée à France Travail, c'est d'aller vers le plein emploi. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui n'était pas encore première ministre, nous avait expliqué que c'était l'objectif. Vous y allez ou pas? Est-ce que c'est plus compliqué que vous l'imaginiez, ce chemin vers le plein emploi? Écoutez, le plein emploi, c'est la priorité du gouvernement qui est portée depuis le départ par le président de la République. Et c'est pour la simple raison que le travail, c'est quand même le socle sur lequel on peut construire son autonomie, sa dignité, pouvoir envisager l'avenir pour les personnes. C'est aussi ça qui permet aussi de garantir la protection de notre modèle social. Plus on a de personnes qui travaillent, évidemment, et plus on protège notre modèle social. Sur les 6 dernières années, on a créé près de 2 millions d'emplois. Et on en a encore créé 200 000 l'année dernière et 36 000 le trimestre dernier. Donc, pour tous les Cassandres qui sont en train de toujours parler des chiffres qui ne vont pas, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a 200 000 familles de plus qui ont eu accès à un emploi et qui vivent de leur travail. Qui ont eu accès à un emploi sur la dernière année. Maintenant, plus on se rapproche du plein emploi, et plus effectivement l'enjeu est différent, parce que la formation, le logement, la mobilité, tout ça c'est éparpillé dans tout un tas de responsabilités d'acteurs, et aujourd'hui on inflige cette complexité aux demandeurs d'emploi, aux entreprises. Et bien avec France Travail, l'idée c'est finalement d'organiser un petit peu le travail en réseau pour à chaque fois, quel que soit le territoire, quelle que soit la situation de la personne, apporter la bonne solution au bon moment. Deux sujets rapidement. Un chiffre sur la smicardisation en France, ça c'est un vrai débat. 17,3%, c'est la proportion des employés de secteur privé non agricole rémunérés au SMIC au 1er janvier 2023. C'est un peu plus de 3 millions de salariés. Alors vous allez me dire,
moi, ma mission, c'est de faire baisser le nombre de demandeurs d'emploi, mais il y a aussi la qualité de l'emploi à laquelle on accède. C'est quelque chose qui, je dirais, qui vous traverse, qui vous interpelle, sur lequel vous avez, vous aussi, une mission ? Évidemment. En fait, d'abord, il y a une corrélation assez forte en fait entre le niveau de chômage et la qualité de l'emploi. On l'a bien vu dans cette période où on a fait baisser le chômage. Évidemment, et c'est quasiment de bon sens, on peut plus facilement bouger d'un emploi à l'autre, et donc de mettre finalement un petit peu sous tension les employeurs qui n'auraient pas compris que eux aussi doivent travailler sur leur attractivité. On l'a vu sur la diminution des contrats courts, on l'a vu sur la réduction du temps partiel subi. On le voit d'ailleurs aussi dans l'augmentation des conditions des salaires ou l'adaptation des conditions de travail, parce que évidemment il y a eu un mouvement avec ce choc de l'inflation qu'on a pu connaître il y a 2 ans, mais qui a été rattrapé, et les salaires ont progressé plus rapidement. Et d'ailleurs là, le président du MEDEF annonçait déjà que aussi en 2024, ça allait se prolonger et qu'il y avait une anticipation d'une augmentation des salaires supérieure à l'inflation. Un peu plus faible, on avait annoncé 4, ça sera 3,6 en moyenne d'augmentation. Juste un mot avant de nous quitter quand même, parce qu'il y a un autre sujet, et celui-ci avait suscité la polémique. Certains partis politiques étaient montés au créneau sur ce fameux stage des allocataires du RSA. Alors on en est où exactement sur cette idée intéressante d'embarquer un allocataire qui auparavant ne faisait pas grand-chose et de le mettre dans une entreprise, une institution. Les 15 heures. Les fameuses 15 heures. On en est où concrètement ? En fait, c'est presque la philosophie du projet que porte le gouvernement et qu'a voulu le président de la République avec France Travail. D'abord, je pense que c'est de reposer finalement le contrat. Le système de protection, donnant. Le meilleur système de protection contre le chômage, c'est de permettre aux gens de retrouver le plus vite possible un travail. Qu'il y ait un filet de sécurité financier. Le temps qu'on retrouve un emploi, c'est une chose. Mais ça n'est pas un droit à une indemnisation, c'est d'abord la possibilité d'avoir un accompagnement. J'ai compris la philosophie. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que les entreprises disent banco, on accueille des allocataires du RSA pour leur donner ces 15 heures ? Eh bien, de plus en plus, il en faut plus. Pour pouvoir faire ces 15 heures, parce que vous savez, c'est des immersions d'entreprise, c'est des stages, c'est de la formation pour apprendre un métier, c'est une remise à niveau si nécessaire, passer un permis de conduire, parfois aussi prendre le temps de lever des difficultés de mobilité ou de garde d'enfants, tout ce qui va faire que chaque jour qui passe soit consacré à pouvoir se rapprocher ou améliorer ses chances de retrouver un emploi. Mais pour ça, ça suppose effectivement que les entreprises s'engagent. Et on les sent assez réticentes, pour être honnête. Alors, moi, c'est pas ce que je constate. C'est pas ce que je constate, même si, de la même manière qu'il y a un choc de l'accompagnement, il faut un choc de mobilisation des entreprises. Pour qu'il y ait ce choc de mobilisation, il faut quand même qu'on leur facilite la vie et que d'abord on leur améliore les services, qu'on soit au rendez-vous et que France Travail et ses partenaires et son réseau soient impeccables pour pouvoir mieux répondre au sourcing des candidats, à l'accompagnement des entreprises. En revanche, le chemin de l'emploi se fait à deux. Un candidat, une entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier, l'entreprise a aussi son chemin à faire. Donc on l'outille, je pense par exemple à l'immersion professionnelle. On en a fait 220 000 l'année dernière. Ça augmente considérablement les chances de retrouver un emploi. Mais 220 000, ce n'est pas assez. Il faut qu'on passe à 300 000, 400 000, 500 000, peut-être pourquoi pas 1 million. Donner la possibilité, un jour, une semaine, un mois... de se rendre compte. Vous cherchez quelqu'un, vous êtes boulanger, vous cherchez quelqu'un ou dans peu importe l'entreprise, eh bien testez-vous, j'ai envie de dire, entre le candidat, et souvent ça marche. C'est concret, c'est simple. Et il faut le déployer fortement. Évidemment, pour ça, ça suppose aussi que les entreprises ouvrent leurs portes. Plus on se rapproche du plein emploi, plus on ne peut plus se contenter des stéréotypes et du recrutement sur CV. Il faut ouvrir les chakras et s'ouvrir à tous les talents. Merci Thibaut Guilluy de nous avoir rendu visite dans un emploi du temps chargé, parce que ça fait 5 semaines que vous êtes à la tête de France Travail. Et c'est vrai que la mission est copieuse. Vous êtes évidemment à Paris et beaucoup sur le terrain, parce que je constate que vous avez gardé ce rythme d'aller à la rencontre des collaborateurs, des managers et de tous les cadres de France Travail. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.
Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Pour rester d'ailleurs sur les thématiques d'emploi, on accueille Marie Desremeaux. Bonjour Marie, ravi de vous accueillir. Vous êtes chef de projet études à l'APEC, donc qui est une association, l'APEC, qui est destinée à accompagner les cadres, avec une étude passionnante sur les managers. Alors, on nous a dit, et régulièrement sur ce plateau, on dit plus personne veut être manager. C'est pas tout à fait vrai. Alors en effet, c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde les chiffres aujourd'hui, auprès de la population cadre, on a déjà 4 cadres sur 10 qui sont managers, donc qui ont voulu l'être à un moment ou un autre, ou qui ont accepté quand on leur a proposé. Et ceux-là, ils veulent plutôt rester managers en très grande majorité, 86%. Et parmi ceux qui ne le sont pas, on en a un peu plus de 4 sur 10 qui ont envie de le devenir, et même 6 sur 10 chez les jeunes. Donc on voit bien que ça reste prisé. Marion, et non pas Marie, pardonnez-moi, il y a quand même l'idée que chez un cadre, s'il veut monter, parce qu'il y a cet enjeu-là, pas le choix, je deviens manager. Et en même temps, il a une autre pensée qu'il traverse en disant, oui, je vais monter, mais je vais avoir plein de galères. Parce que c'est un peu ça la difficulté. Pour gagner en salaire, il va falloir qu'il monte, qu'il devienne manager. Mais il a des contraintes. Alors en effet, quand on regarde ce qui pousse les cadres à vouloir devenir manager, ils nous disent d'abord c'est vécu comme une évolution de carrière. Donc on a envie de voir ses compétences reconnues. On sait que les jeunes aujourd'hui, on a sorti récemment une étude avec Terra Nova sur le sujet, ont beaucoup d'aspirations professionnelles. Le management, ça reste la voie la plus royale pour prendre en responsabilité et également pour voir sa rémunération augmenter. Il y a un débat sur les réticences, et notamment chez les jeunes, parce qu'il y a les managers en milieu de carrière qui ont envie de grandir et de pouvoir progresser, mais on lit quand même d'une manière assez générale, je ne sais pas si votre étude le confirme, mais que les jeunes ne veulent pas trop devenir managers. Alors en réalité si, mais un petit peu moins que par le passé. On est d'accord, ça baisse. On a perdu quelques points au cours de l'année passée, donc nous on a regardé un petit peu ça. Et la principale raison, c'est que manager est perçu comme de plus en plus complexe. Donc c'était déjà pas facile avant, ça l'est peut-être encore moins maintenant. Il y a le travail hybride, mais pas que. On a des managers d'un côté qui nous disent on me demande de personnaliser, adapter, voire hyper individualiser mon management. Et de l'autre côté, on leur demande également d'entretenir le collectif, de l'animer, un collectif qui est parfois éclaté. Donc on voit bien qu'il y a des injonctions qui sont parfois pas faciles à tenir ensemble. Et ça, il y a une partie des jeunes qui le perçoivent. Et dans notre enquête, il y en a une partie qui nous disent pas jamais je ne voudrais devenir manager, mais qui nous disent pas tout de suite, peut-être que j'ai pas encore complètement les épaules, que j'ai pas encore forgé suffisamment ma personnalité ou mes compétences pour l'être. Un tiers d'entre eux ne rejette pas complètement la perspective, c'est bien cela, mais estiment ne pas être prêts. Ça veut dire qu'ils vous disent quoi? Parce que dans l'échantillon interrogé, je ne sais pas si vous allez jusqu'à leur demander de quoi ils ont besoin, mais c'est quoi les outils dont ils auraient besoin pour devenir des managers et franchir le pas? Alors, ils ont besoin d'outils pour effectivement aller vers ce management individualisé, personnalisé. Et ils ont besoin d'accompagnement, qu'on leur facilite la prise de poste. Quand on interroge les cadres managers, ils nous disent qu'ils ont été beaucoup aidés parfois par leur entreprise, qui a mis en place des parcours de formation, qui ont mis en place des communautés de managers pour qu'ils puissent échanger entre pairs sur les situations qu'ils rencontrent. Et tout ça, ça renforce l'attractivité de la fonction managériale parce que les jeunes dans l'entreprise disent si je deviens manager, je serai soutenu par mon organisation et j'irai plus volontiers. Avant de nous quitter, Marion, le manager pour vous, pour vous et à travers vous l'APEC, c'est quoi? C'est d'abord un technicien ou un expert ou ça doit surtout être un coach? Alors, il faut avoir les deux, c'est ce que montrent nos enquêtes. Les équipes continuent à attendre que leur manager soit un expert dans son métier et les compétences techniques adéquates. Le mouton à 5 pattes. Voilà, mais effectivement, on va attendre de plus en plus qu'il ait des compétences humaines, relationnelles, et ça, c'est aujourd'hui effectivement déterminant pour accéder à ce poste. La difficulté, là, je parle le côté APEC, c'est la question du recrutement. C'est que ce mouton à 5 pattes, il est dur à trouver. On a souvent d'excellents techniciens et parfois moins bons sur l'empathie ou l'engagement. Oui, donc se pose la question de comment on recrute un manager, comment on s'assure qu'il a les compétences adéquates ou comment on lui donne les outils pour les acquérir. Merci Marion Desremeaux, vous êtes chef de projet études APEC, études complètes à découvrir sur le site de l'APEC, très détaillé, qui matine un tout petit peu le tableau très noir de ceux qui ne veulent plus devenir manager. C'est pas tout à fait vrai, vous me l'avez expliqué sur ce plateau. Merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Angel à la réalisation, je remercie Thibaut au son, puis je remercie évidemment l'équipe de programmation, Nicolas Juchat avec Alexis Mathieu, et puis je remercie Victor, notre stagiaire qui est aujourd'hui derrière en régie. Je vous dis à très bientôt, bye bye.